Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous rafraîchir un peu les idées en reparcourant les mécanismes de base du langage C++ de manière à pouvoir aborder le système C plus simplement. Les mécanismes que je vais vous présenter maintenant seront massivement utilisés lors des exemples qui vous seront présentés plus tard dans d'autres vidéos. Pour rappel, C++ est un langage de programmation orienté objet qui est donc basé sur le concept de classe d'objet. Cette notion de classe étant la notion de structure existante dans des langages comme le langage C, qui représente des structures de données introduites par le mot-clé struct. Cette notion est également très fortement liée à un concept très important en programmation objet qui est le principe d'encapsulation. Ce principe permet de faire abstraction de la mise en œuvre d'une classe et de ne se préoccuper que des services rendus par celle-ci. C++ met en œuvre l'encapsulation en permettant de déclarer les membres d'une classe avec les mots réservés public, private ou protected. Aussi, lorsqu'un membre est déclaré public, il sera accessible depuis n'importe quelle fonction. Un membre privé, lui, sera uniquement accessible d'une part depuis les fonctions qui sont membres de la classe et d'autre part depuis les fonctions autorisées explicitement par la classe par l'intermédiaire du mot-clé friend. Protected aura les mêmes restrictions que private, mais il sera en revanche accessible par les classes filles, c'est-à-dire celles qui auront hérité de leur classe mère. On verra ça un petit peu plus tard. Voyons tout ceci sur un exemple. Sur cette diapositive, nous avons décrit une classe, CRectangle, possédant deux données membres, privées de type entier, à savoir X et Y. La classe CRectangle met en œuvre également des méthodes publiques qui sont au nombre de deux, à savoir setValues et area. Nous voyons également que dans la fonction principale main, un objet rect de type CRectangle est créé. On fait appel ensuite à la fonction setValues en lui donnant les arguments 3 et 4. Cette fonction a pour objectif d'initialiser les valeurs des données membres, c'est-à-dire X et Y. Notez que nous n'aurions pas pu directement affecter des valeurs à X et Y, ces données étant privées. Nous sommes donc obligés de passer par une méthode pour pouvoir accéder à ces données. Notez également que pour accéder à une méthode spécifique de la classe, l'opérateur point est utilisé. C'est-à-dire que l'on donne le nom de l'objet, suivi de point, suivi de la méthode que l'on souhaite appeler. Par exemple ici, rect signifie l'objet et setValues est la primitive. Finalement, un appel à la fonction area est réalisé ici de manière à calculer la surface du rectangle qui correspond simplement au produit de x par y. Notez ici que les fonctions membres ont non seulement été déclarées après le champ public de la classe, mais elles sont également définies, c'est-à-dire que leur fonctionnement est précisé au sein de la classe. Dans ce cas, un seul fichier est nécessaire. Il est également possible de définir des fonctions membres dans un fichier indépendant, ce qui est généralement le cas lors de l'écriture de programmes conséquents. Par exemple ici, nous voyons que la fonction setValues, qui est une fonction membre, a été déclarée dans la classe, mais définie dans un autre fichier qui porte typiquement l'extension .cpp pour préciser qu'il s'agit d'un fichier C++. La classe, quant à elle, est généralement définie à l'intérieur d'un fichier d'entête possédant l'extension .h. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, l'opérateur deux points, ici, permet de spécifier que la fonction est une méthode de la classe considérée. Par exemple, ici nous voyons que setValues fait bien partie de la classe CRectangle. Donc une bonne habitude à prendre en programmation est donc de définir la classe dans un fichier .h et les fonctions membres dans le fichier .cpp correspondant. Un autre concept important lorsqu'on parle de classe, c'est le concept de constructeur, qui est en fait une fonction spéciale qui est appelée à chaque fois qu'un objet, c'est-à-dire une instance de classe, est créée.
Ce constructeur possède le même nom que la classe et n'a pas de valeur de retour. Dans l'exemple suivant, nous voyons que le constructeur est donc appelé cRectangle et possède deux arguments A et B. Le constructeur consistera donc à initialiser les données membres x et y à partir des arguments A et B fournis lors de la création de l'objet. Dans le programme principal, ici, nous voyons que deux rectangles ont été créés, rect et rectB, avec des arguments différents, et donc que le constructeur de l'objet a été appelé deux fois. Le fait qu'il y ait un constructeur dans la classe oblige le programmeur à passer par ce constructeur, c'est-à-dire à fournir ici deux arguments. Il est impossible de créer un objet en passant autre chose que deux arguments dans ce contexte. Le constructeur impose donc généralement l'initialisation des données membres. Par contre, il peut y avoir une surdéfinition du constructeur, c'est-à-dire que l'on pourra créer différents constructeurs prenant en compte différents arguments afin de gagner en flexibilité. Les destructeurs maintenant sont des méthodes qui sont appelées à chaque fois qu'un objet est détruit et qu'il a besoin d'être libéré de la mémoire. Un peu comme les constructeurs, ces destructeurs possèdent le même nom que la classe mais précédé du caractère tilde. Le code que vous voyez sur la diapositive illustre l'utilisation d'un destructeur. Dans cette classe, nous voyons que les objets sont alloués dynamiquement, c'est-à-dire à l'aide de l'opérateur new. Les données membres sont en fait des pointeurs, donc dénommés x et y. Lors de la construction de l'objet, un espace mémoire est alloué respectivement pour les données x et y, et les arguments du constructeur, à savoir A et B, sont recopiés dans ces emplacements mémoire pointés par x et y. Lors de la destruction de l'objet, les emplacements mémoire préalablement alloués seront libérés à l'aide de l'opérateur delete. Il est tout à fait possible de créer des pointeurs pointant sur des objets. Dans ce cas, un espace mémoire doit être préalablement alloué via l'opérateur new ou un autre. C'est le cas ici du pointeur prect de type cRectangle. Prect pointera vers un emplacement mémoire alloué par l'opérateur new qui permettra de stocker un objet donc de type rectangle. Afin d'accéder à la méthode de l'objet à partir du pointeur, les deux expressions suivantes sont équivalentes. Donc soit on considère la notation étoile prect suivie de l'opérateur point, soit l'opérateur flèche, ici, peut être utilisé pour directement accéder à la primitive à partir du pointeur. Un autre concept très important en programmation orientée objet, c'est le concept d'héritage, qui est un mécanisme qui permet, lors de la création d'une nouvelle classe, d'y inclure les caractéristiques d'une autre classe. Il permet notamment de créer des classes qui vont dériver d'une classe mère. On dit que les enfants vont hériter des propriétés de leurs parents. On parle d'héritage car le principe est, en quelque sorte, le même que celui d'un arbre généalogique. Tout comme un enfant hérite des caractéristiques de ses parents, les classes filles vont hériter des caractéristiques de leur classe mère. D'un point de vue programmation, ceci signifie que la classe enfant va pouvoir accéder aux méthodes de la classe mère. Un exemple très connu est l'exemple suivant, où cPolygone est une classe qui contient des fonctions communes à ces classes enfants, cRectangle et cTriangle. Ceci n'empêche pas pour cRectangle et cTriangle d'avoir leur propre méthode et se différencier ainsi de la classe mère. Dans cette diapositive, nous avons la définition des trois classes, c'est-à-dire cPolygone, cRectangle et cTriangle. Nous voyons que la première classe, cPolygone, possède deux données membres, à savoir la largeur et la hauteur, qui sont définis comme étant des membres protégés, ici. Ces membres pourront donc être accessibles par ces classes filles. La méthode setValues est quant à elle publique et sera accessible par toutes les classes qui vont hériter de cette classe mère. Nous voyons ensuite que la classe cRectangle hérite en fait de la classe
cPolygone. Nous le voyons car l'opérateur 2 points précise justement que la classe cRectangle est bien une classe fille de cPolygone. Ceci voudra dire qu'un objet de classe cRectangle pourra non seulement accéder aux données protégées de sa classe mère, mais également à ses méthodes. Notons également qu'il existe une fonction propre à ces rectangles permettant de calculer la surface du rectangle, donc il s'agit de area, et cette fonction retourne une valeur correspondant à la largeur fois la hauteur. La même chose existe pour la classe cTriangle, qui hérite également de la classe cPolygone. Donc elle pourra non seulement accéder aux données membres de la classe mère, mais également à ses méthodes. D'autre part, elle met en œuvre une fonction également appelée area, mais qui retourne cette fois-ci la surface du triangle, donc c'est-à-dire la largeur fois la hauteur divisée par 2. Maintenant, dans la fonction principale, nous voyons que nous créons deux objets, rectangle et triangle, et qu'il est tout à fait possible d'appeler la fonction setValues, pourtant définie dans la classe cPolygone. On l'utilise de manière à initialiser respectivement la largeur et la hauteur du rectangle ou du triangle concerné. Bien entendu, il sera également possible d'appeler pour chaque objet la méthode area, permettant de calculer la surface de chacun de ces objets. Donc pour résumer, quand une classe hérite d'une autre, les membres de la classe dérivée peuvent accéder aux membres de la classe mère. Elles ne peuvent en fait accéder qu'aux membres publics et protégés. Elles ne peuvent en aucun cas accéder aux membres privés. Intéressons-nous maintenant à un concept important qui est le concept de template ou de patron de classe en C++. C'est un concept qu'on n'a pas souvent l'occasion d'étudier et qui est pourtant fondamental. Afin de bien comprendre le concept de template, intéressons-nous simplement ici à un exemple simple. Nous voyons sur la diapositive deux exemples de classes qui réalisent exactement les mêmes opérations mais sur des données différentes. La classe située à gauche possède deux méthodes, à savoir un constructeur et une méthode getMax permettant de retourner le maximum entre ces deux données membres. Les données sont de type entier, int, et tous les objets manipulés dans cette classe seront de ce type int. Maintenant, la classe située à droite possède également les mêmes méthodes, mais va travailler sur des objets différents de type float. La question que nous sommes en droit de nous poser est: existe-t-il un moyen d'écrire automatiquement plusieurs versions de la même classe prenant en compte différents types de données? Ceci nous éviterait d'avoir à créer des classes spécifiques à un type donné. Ceci est précisément le rôle du template. Les templates permettent d'écrire du code générique, c'est-à-dire qui peut servir pour une famille de fonctions ou de classes qui ne diffèrent que par le type de leur constituant. Dans l'exemple que vous voyez sur la diapositive, nous avons réécrit les différentes classes précédentes en utilisant un seul template, T. Le template a été introduit ici par l'expression template classe T, et le type que nous allons considérer sera maintenant le type générique T. Par contre, lors de la création de l'objet, il faudra spécifier quel est le type qui sera substitué au type générique T. Par exemple ici, nous voyons que dans la fonction principale main, l'objet que je crée est appelé myObject, d'accord, et travaillera avec des données de type int. Il faudra simplement spécifier le type de l'objet, donc l'objet substitué, entre le signe inférieur et le signe supérieur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le rappel C++. Dans une prochaine vidéo, nous allons étudier la structure du langage System C. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.